dans une pièce sombre, où le parfum du vieux papier se mêlait à l'odeur âcre de la poussière, un écran clignote lentement, projetant une lueur pâle sur les visages fatigués des archivistes. La lumière créait des ombres dansantes sur les murs, et chaque bruit, le frottement d'une feuille, le cliquetis d'un clavier, semblait résonner comme un écho de secrets oubliés. C'est là qu'Émilie, une jeune stagiaire au sourire timide et aux yeux curieux, s'affairait à numériser des dossiers anciens. En feuilletant les pages jaunies de ses affaires non résolues, elle ressentit un frisson inexplicable. Quelque chose n'allait pas. Les noms des victimes s'égrenaient, comme des notes de musique funèbre. Mais au milieu de ces tragédies individuelles, Émilie commença à percevoir une étrange régularité, une mélodie sinistre qui se répétait à travers les décennies. Les affaires étaient anciennes, oubliées par la société et par le système, mais pour Émilie, elles prenaient vie dans son esprit. Elle ne savait pas encore que cette quête innocente de vérité allait l'entraîner dans un abîme bien plus profond qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Alors qu'Émilie poursuivait sa numérisation, une angoisse sourde s'insinuait en elle, comme un serpent se glissant dans l'herbe. Chaque fois qu'elle tombait sur un dossier portant le même nom de lieu, un quartier populaire de Paris aux ruelles étroites et sombres, elle sentait son cœur s'emballer. Des histoires de disparition, d'assassinats non élucidés et de familles brisées se superposaient dans son esprit, formant un tableau terrifiant d'une réalité insoupçonnée. Étrangement, les victimes partageaient toutes une caractéristique. Elles étaient jeunes, vulnérables, souvent issues de milieux modestes. Cette récurrence frappante la hantait. Quelque chose lui disait qu'elle n'était pas simplement le fruit du hasard. Un soir, alors que ses collègues étaient déjà partis pour la journée, Émilie ne put résister à l'envie d'explorer plus avant ses dossiers. Elle rassembla une pile de cas semblables sur son bureau et commença à griffonner des notes frénétiques, reliant les détails comme une détective amateur dans un roman noir. Mais à chaque nouveau nom qu'elle découvrait, une peur sourde s'élevait en elle. Et si ce schéma révélait non seulement un tueur, mais aussi l'inaction fatale d'un système trop englué dans sa bureaucratie, pour voir l'horreur qui se cachait sous ses yeux. Les visages des victimes prenaient vie sous les doigts d'Émilie, chaque nom se transformant en un récit tragique. Parmi eux, il y avait Clara, une jeune fille de 17 ans aux rêves débordants, habitant dans un petit appartement au 4e étage d'un immeuble décrépit du quartier de Belleville. Ses journées s'écoulaient entre les cours de danse et le travail dans une boulangerie populaire, un monde de douceur et d'innocence teinté par les défis d'une vie modeste. Clara avait toujours pris soin de sa petite sœur, l'emmenant avec elle au parc où elles riaient ensemble sous le ciel bleu, ignorant que l'ombre d'un prédateur guettait. Émilie se souvint des photos jaunies accrochées au mur du dossier, Clara riant avec ses amis, son regard pétillant d'espoir. Mais cela faisait des années qu'elle manquait à l'appel, et la douleur des siens était palpable à travers les pages, une mère au visage marqué par le chagrin, un père devenu un fantôme hanté par la perte. En feuilletant les documents, Émilie ressentait un mélange de sympathie et de colère. Comment ces vies avaient-elles pu être réduites à des chiffres dans des fichiers poussiéreux? Avec chaque couche qu'elle découvrait, la réalité frappante de leur vulnérabilité se révélait plus cruelle. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, mais l'inertie du système semblait écrasante. Les signes avant-coureurs étaient subtils, mais omniprésents, se glissant dans les interstices des histoires de ses victimes. Des témoignages épars évoquaient des rencontres étranges, des ombres furtives dans la nuit,
des regards insistants qui glacèrent le sang. Émilie se souvint d'une phrase inscrite sur le dossier de Clara. Elle parlait souvent d'un homme qui la suivait. Ce simple détail, à peine mentionné par la police, avait été noyé sous le poids de l'administration et des procédures. En recoupant les informations, elle remarqua que d'autres cas partageaient cette même étrange coïncidence. Un homme aux cheveux bruns, à la silhouette élancée, aperçu près des lieux de disparition. Ce détail était si banal qu'il avait été ignoré par ceux qui avaient enquêté. Les yeux d'Émilie s'agrandirent alors qu'elle réalisait qu'elle tenait entre ses mains non seulement des récits tragiques, mais aussi une carte invisible dessinant les contours d'un prédateur insidieux qui évoluait dans l'ombre. L'atmosphère pesante de son bureau devenait une cage de tension. Chaque dossier qu'elle ouvrait ajoutait une brique à une construction déjà terrifiante. La peur et la détermination se mêlaient en elle. Elle savait qu'il lui fallait agir avant que d'autres vies ne soient englouties par ce silence complice. Mais comment faire face à une machine bureaucratique, aveugle, à l'horreur, qui se cachait juste sous sa surface? Un soir, alors qu'Émilie luttait contre la fatigue accumulée, une mémoire surgit, claire et saisissante. Elle se remémora une conversation tenue avec sa grand-mère, une femme au regard vif et à la sagesse empreinte de douleur. Enfant, Émilie avait écouté des récits de son enfance, où des disparitions mystérieuses avaient secoué leur petit village dans les années 70. Sa grand-mère parlait d'un homme inquiétant, toujours présent aux abords des fêtes locales, un chuchotement menaçant dans l'air festif. Nous étions trop jeunes pour comprendre, mais nous savions qu'il ne fallait jamais s'éloigner trop loin, avait-elle dit en frissonnant, sa voix tremblante, évoquant des peurs profondément ancrées. Ce souvenir troublant s'imposait maintenant dans l'esprit d'Émilie comme un présage. Elle se demandait comment le passé pouvait se mêler au présent de manière si sinistre. Les histoires de sa grand-mère résonnaient étrangement avec celles des victimes qu'elle étudiait. Était-ce possible que ce même prédateur ait traversé les générations, échappant au filet du temps et de la justice? En reliant ces deux mondes, Émilie commençait à percevoir une toile d'araignée tissée sur plusieurs décennies, chaque fil représentant une vie brisée. Son cœur battait plus vite alors qu'elle réalisait que cette quête n'était pas seulement personnelle. Elle était devenue un devoir envers toutes ces âmes oubliées qui n'avaient jamais eu la chance de raconter leur histoire. Les recherches d'Émilie la conduisirent vers un nom qui revenait dans plusieurs affaires. Lucien Moreau, un homme dont le visage restait flou dans les archives, mais dont la présence était inquiétante. À première vue, Lucien semblait être un citoyen ordinaire. Employé dans une petite quincaillerie de quartier, il avait toujours été décrit comme affable et serviable. Pourtant, derrière cette façade, se cachait une personnalité complexe et dérangeante. Les témoignages évoquaient son intérêt pour les jeunes femmes, souvent accompagné d'un comportement possessif et intrusif. Des voisins racontaient avoir vu Lucien traîner près des écoles ou des parcs, ses yeux scrutant les enfants, avec une intensité troublante. Émilie découvrit également qu'il avait déménagé plusieurs fois au cours des décennies, toujours à quelques rues des disparitions. Chaque nouvelle adresse était un nouveau chapitre de sa vie, mais aussi une série de questions sans réponse. Ce qui inquiétait Émilie, c'était la manière dont il semblait avoir échappé à toute enquête approfondie. Ses actions avaient toujours été reléguées au rang de simples coïncidences par des enquêteurs trop pressés ou trop aveugles pour voir le lien évident
entre lui et les tragédies qui s'étaient déroulées autour de lui. Le malaise s'intensifiait alors qu'elle réalisait que ce prédateur avait vécu parmi eux pendant toutes ces années, invisible aux yeux de tous, un serpent dissimulé sous l'herbe verdoyante. Elle savait désormais que révéler cette vérité demandait non seulement du courage, mais aussi une détermination inébranlable à défier un système qui avait longtemps fermé les yeux sur son existence. Un matin brumeux de novembre, Émilie se rendit sur le terrain où Clara avait été aperçue pour la dernière fois. Le ciel gris semblait peser lourd sur ses épaules, et l'air était imprégné d'une humidité glaciale qui lui glaçait les os. Elle se tenait devant le parc, un espace autrefois vibrant de rires d'enfants et de cris joyeux, désormais assombri par le souvenir des tragédies qui avaient eu lieu ici. Les feuilles mortes crissaient sous ses pas tandis qu'elle examinait l'environnement, chaque détail devenant une pièce du puzzle qu'elle s'efforçait de résoudre. Les balançoires, vides et silencieuses, se balançaient légèrement au gré du vent, comme si elles pleuraient la perte d'innocence des jeunes vies qu'elles avaient abritées. Émilie ferma les yeux un instant, imaginant Clara courant avec sa sœur dans ce même parc, insouciante et pleine de vie. La réalité frappante de l'endroit lui donnait la chair de poule. Il était difficile de croire que l'on pouvait commettre un acte aussi horrible au milieu de cette tranquillité apparente. Elle scrutait les buissons touffus, où des témoins avaient rapporté avoir vu un homme rôder, son cœur battant plus fort à chaque seconde qui passait. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, comme si le lieu lui-même retenait son souffle en attendant que la vérité émerge enfin. Une légère brise fit frémir une branche au-dessus d'elle, comme un signal sinistre qu'elle ne pouvait ignorer. Émilie comprit alors que le véritable crime n'était pas seulement celui qui avait été commis contre Clara et tant d'autres. C'était l'indifférence collective face à ces disparitions. Chaque jour qui passait, sans que justice ne soit faite, renforçait la présence invisible du mal qui continuait à se glisser entre les mailles du filet. Elle savait maintenant que retrouver Lucien Moreau n'était pas simplement une question de justice pour Clara. Cela devenait une mission pour toutes les victimes, oubliées dont les histoires continuaient à flotter comme des fantômes dans l'air lourd du parc. Au fil des jours, Émilie commença à établir une chronologie des événements entourant les disparitions, reliant les dossiers comme les maillons d'une chaîne invisible. Elle notait minutieusement chaque cas sur un tableau en liège, l'angoisse grandissant à mesure qu'elle mettait en lumière des incohérences troublantes. Les premières disparitions remontaient aux années 80, avec un écho sinistre à chaque nouveau nom inscrit. La première victime, une adolescente nommée Sophie, avait disparu après une fête de quartier, tout juste âgée de 16 ans, non. Les témoignages évoquaient un homme mystérieux aperçu dans les parages, mais la police n'avait jamais réussi à le retrouver. Les années passèrent et d'autres jeunes femmes disparurent dans le même secteur, chacune laissant derrière elle des familles dévastées et des enquêtes stagnantes. Émilie observa que chaque enquête semblait être marquée par des lacunes, des témoins qui se contredisaient ou dont les déclarations avaient été écartées sans raison apparente. Dans certains cas, il semblait que la police avait été trop rapide à conclure que les disparitions étaient dues à des fugues plutôt qu'à un acte criminel. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans sa recherche, Émilie ressentait une montée d'adrénaline mêlée à la frustration. Comment pouvait-on ignorer ces signaux d'alarme si évidents? Les dates semblaient s'entrelacer, créant un schéma inquiétant qui pointait vers Lucien Moreau, comme un dénominateur commun.
Elle compta au moins 5 disparitions sur 4 décennies qui coïncidaient avec ces changements d'adresse. Ces mouvements étaient presque calculés. Chaque fois qu'un cas était clos sans solution satisfaisante, le manteau de l'impunité enveloppait davantage cet homme insidieux. La peur s'insinuait dans son esprit, alors qu'elle réalisait que ce savoir pouvait lui coûter cher. Elle devait maintenant naviguer prudemment dans ces eaux troubles, où le danger se cachait non seulement dans le passé, mais également dans le présent. La pression montait, alors qu'elle s'approchait de l'inévitable confrontation avec la vérité. Mais Émilie savait qu'elle ne pouvait pas reculer maintenant. L'enquête d'Émilie prit un tournant décisif lorsqu'elle commença à interroger des témoins des anciens cas. Elle se rendit dans les quartiers où les disparitions avaient eu lieu, rencontrant des visages marqués par le temps et le chagrin. Le café de la place du marché était devenu son quartier général, un lieu où elle pouvait échanger des histoires tout en sirotant un expresso amer. Un après-midi, elle fit la connaissance d'un homme âgé, Monsieur Léger, qui avait été voisin de Clara. Ses mains tremblantes tenaient une cigarette qu'il n'allumait jamais, et ses yeux exprimaient une mélancolie profonde. « J'ai toujours pensé qu'il se passait quelque chose de louche, » murmura-t-il en scrutant la rue avec méfiance. « Cette nuit-là, j'ai vu un homme rôder près de l'immeuble. Je n'ai pas osé appeler la police. Je pensais que c'était juste un type bizarre. » avoua-t-il, sa voix se brisant sous le poids de la culpabilité. Émilie prit note de ces mots, chaque syllabe résonnant comme une confession tardive. Les témoignages s'accumulaient, mais au fur et à mesure qu'elle interrogeait les voisins et amis des victimes, des contradictions émergèrent également. Certains affirmaient avoir vu Lucien près des lieux de disparition. D'autres soutenaient ne jamais l'avoir remarqué. Les récits se heurtaient aux déclarations officielles, créant une toile confuse d'incertitudes qui compliquait son investigation. Émilie s'interrogeait sur ce qui avait été dissimulé. Les enquêtes avaient-elles réellement été menées avec sérieux? Ou bien l'absence de preuves tangibles avait-elle conduit à une conclusion trop rapide? Alors qu'elle continuait à rassembler des éléments, les tensions montaient autour d'elle. Elle sentait que ses recherches dérangeaient certains dans la communauté locale, qui préféraient laisser ces vieux fantômes reposer en paix. Des regards furtifs et des murmures dans son dos lui donnèrent l'impression qu'elle était sur le point de déterrer quelque chose que beaucoup auraient voulu garder enfoui. La peur de représailles commençait à s'immiscer dans son esprit. Mais Émilie savait qu'elle ne pouvait reculer. Chaque nouvelle pièce du puzzle était un pas vers la vérité, même si cela menaçait de faire basculer le fragile équilibre d'une ville qui avait trop longtemps ignoré ses propres démons. Les avis d'experts devenaient cruciaux, alors qu'Émilie cherchait des réponses pour relier les éléments épars de son enquête. Elle prit contact avec une psychologue criminelle, le docteur Claire Fontaine, dont la réputation était établie dans l'analyse des comportements des prédateurs sexuels. Lors de leur rencontre dans un bureau sombre, imprégné d'une odeur de café et de livres anciens, Émilie sentit un mélange d'espoir et d'angoisse en exposant ses découvertes. Le docteur Fontaine l'écouta attentivement, prenant des notes tout en lui posant des questions incisives. « Vous avez raison d'établir un lien entre ces disparitions », déclara-t-elle finalement, son regard perçant fixant Émilie. Les criminels en série ont souvent un modus operandi similaire et peuvent agir selon un schéma prévisible. Lucien Moreau pourrait très bien correspondre à ce profil. Elle expliqua que ces individus choisissent souvent des victimes
qui incarnent une certaine vulnérabilité, attirés par des circonstances précises, comme des événements publics ou des lieux isolés. Le docteur Fontaine souligna également l'importance de la peur que ces criminels instillent. Ils ne cherchent pas seulement à contrôler leurs victimes physiquement, mais aussi psychologiquement. Leurs actes créent une atmosphère de terreur dans la communauté, permettant à leur comportement de se poursuivre sans être remis en question. Émilie frissonna à cette idée. Elle comprenait maintenant que Lucien n'était pas seulement un homme isolé, mais le symbole d'un mal ancré dans le tissu même de leur société. Au fur et à mesure qu'elle discutait, Émilie se sentit submergée par une vague d'émotions contradictoires. La détermination à exposer la vérité mêlée à la peur de ce qui pourrait arriver si elle mettait trop de pression sur un système déjà défaillant. La psychologue lui conseilla de rassembler davantage de preuves tangibles avant d'approcher les autorités avec ses découvertes. « Ne laissez pas vos émotions vous emporter », avertit-elle avec une gravité palpable. « Assurez-vous que chaque pièce du puzzle s'emboîte parfaitement avant d'agir. Sinon, votre quête pour la justice pourrait se transformer en une lutte contre les vents contraires du doute et du scepticisme. » Ces mots résonnèrent profondément chez Émilie. Elle savait qu'il était temps non seulement d'avancer prudemment, mais aussi stratégiquement sur le chemin escarpé vers la vérité qui l'attendait. Lorsque les premières informations sur l'enquête d'Émilie commencèrent à filtrer dans les médias, une onde de choc traversa la communauté. Les articles de journaux parlaient de mystérieuses disparitions non résolues et d'un prédateur insidieux qui aurait échappé à la justice pendant des décennies. Les chaînes de télévision locales diffusèrent des reportages enflammés, présentant Émilie comme une héroïne déterminée à déterrer des vérités cachées. Pour certains, elle était une pionnière, mais pour d'autres, elle représentait une menace perturbante qui ravivait des blessures anciennes. Au tribunal, l'ambiance était électrique alors que les avocats du ministère public préparaient leur argumentation contre Lucien Moreau, désormais officiellement désigné comme suspect principal. Il s'appuyait sur un faisceau de témoignages et d'analyses psychologiques pour construire un dossier solide. L'accusation soulignait le schéma répétitif des disparitions, reliant chacune à un moment où Lucien se trouvait dans les parages. Le procureur, avec une éloquence captivante, évoquait l'angoisse et la douleur infligées aux familles des victimes, plaçant la responsabilité sur les épaules d'un homme dont le comportement avait longtemps été sous-estimé. Cependant, la défense ne tarda pas à riposter avec vigueur. Elle souligna le manque de preuves directes liant Lucien au crime et posa des questions sur la fiabilité des témoins. L'avocat plaidait que plusieurs d'entre eux avaient agi sur des souvenirs flous ou influencés par le temps et les émotions. Des rumeurs circulèrent aussi dans la salle d'audience. Certains jurés semblaient sceptiques face aux liens insinués entre Lucien et les disparitions. La stratégie défensive consistait à semer le doute dans l'esprit des jurés, exploitant chaque faille potentielle dans le récit construit par l'accusation. Émilie suivit avec anxiété chaque jour du procès, son cœur se serrant face aux arguments contradictoires qui faisaient osciller l'opinion publique. Les réseaux sociaux s'enflammaient également. Certains soutenaient sa cause avec ferveur, tandis que d'autres critiquaient ses motivations et remettaient en question ses méthodes d'investigation. Chaque publication amplifiait la cacophonie autour de l'affaire, créant un climat où vérité et mensonge
se mêlait dangereusement. Émilie savait que peu importe l'issue du procès, elle avait déjà déclenché quelque chose de plus grand qu'elle-même. Une prise de conscience collective sur un mal profondément enraciné dans leur communauté, ainsi qu'une quête désespérée pour rendre hommage aux voix étouffées par le temps. Le jugement tomba comme un couperet, laissant tout le monde dans la salle d'audience suspendu à un fil. Après des jours de délibération, les jurés revinrent avec une décision qui résonna dans l'atmosphère chargée. Lucien Moreau fut reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation liés aux disparitions. Mais ce qui surprit davantage Émilie fut la révélation d'évidences supplémentaires qui avaient émergé tardivement. Des témoins anonymes avaient pris courage et s'étaient manifestés, fournissant des détails accablants sur ses activités nocturnes et ses interactions avec les victimes. La confrontation avec la vérité fut à la fois libératrice et dévastatrice pour Émilie. En entendant le verdict, elle ressentit un mélange intense de soulagement et de tristesse. Les familles des victimes pleuraient enfin des larmes de joie mêlées à celles du chagrin, tandis qu'un poids était soulevé des épaules d'une communauté longtemps assoupie par la peur. Pourtant, au fond d'elle-même, Émilie savait que la véritable justice ne remplacerait jamais les vies perdues. À l'extérieur du tribunal, une foule s'était rassemblée pour célébrer cette victoire symbolique. Des pancartes proclamaient « Justice pour Clara » et « Enfin, le silence brisé ». Mais Émilie se sentait tiraillée entre le triomphe et l'angoisse persistante. Elle réalisait que même si Lucien avait été arrêté, d'autres prédateurs pouvaient encore rôder dans l'ombre, invisibles aux yeux du public. Les vérités qu'elle avait découvertes avaient créé une fissure dans le vernis de leur tranquillité apparente. Mais il restait encore tant à faire. Les médias continuèrent à se pencher sur l'affaire pendant des semaines après le procès, mettant en lumière non seulement les crimes de Lucien, mais aussi les dysfonctionnements systémiques qui avaient permis à ces disparitions de passer inaperçues si longtemps. Le débat sur la nécessité d'une réforme policière s'intensifiait, alimenté par le courage d'Émilie qui avait osé défier le statu quo. Tandis qu'elle regardait les nouvelles se succéder à la télévision, un sentiment de détermination se renforçait en elle. Elle n'avait pas seulement déterré un passé douloureux, elle avait ouvert la voie à un avenir où chaque voix comptait. Alors que les mois passaient et que Lucien purgeait sa peine derrière les barreaux, Émilie prit conscience que son travail ne faisait que commencer. Elle souhaitait désormais approfondir son engagement envers les victimes oubliées et lancer une campagne pour sensibiliser le public aux dangers invisibles qui menaçaient encore leur société. La lutte contre l'invisible mal n'était pas terminée. Elle était sur le point de devenir une mission de vie.